silencieux devant tous ces morts. Que pouvons-nous faire, mon Dieu? Combien de morts allons-nous atteindre afin que nos dirigeants réagissent? Je suis effondré et bouleversé. En 2 jours, nous avons dépassé plus de 1500 morts. Il faut faire quelque chose maintenant. Ces propos ne sont pas de moi. Ils sont de Madame Nyonsaye Hélène, qui est coordinatrice de la Convention de la société civile ivoirienne. Nous parlerons donc de ce drame qui a eu lieu avec le chargé de communication à la société civile ivoirienne, M. Cissé Abdrahmane. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes, ça fait la deuxième fois que vous apparaissez en tout cas sur ce plateau. La première fois, on a parlé donc de ce sujet-là. Il y avait un drame, celui de Lampedusa. Exactement. Et rebelote, c'est reparti. Que se passe-t-il concrètement? Avant d'aborder le sujet, concernant bien sûr la migration et les conséquences dramatiques ou ses conséquences dramatiques. Pourquoi tant de morts? Pourquoi ces départs volontaires? Enfin bon, ces départs, oui, volontaires. Hein? Oui, ces départs tout à fait. Vers la mort. Ce que je voudrais dire avant d'aborder cette préoccupation concrètement, je pense qu'il est important de revenir sur un point. Parce que quand on parle de la migration, on voit un peu le développement. Quand on voit la migration, on parle de santé, on parle de l'éducation. En fait, il y a plusieurs sous-thématiques sur lesquelles nous intervenons pour améliorer un peu la qualité de vie des migrants au niveau même du continent africain. Mais quand on parle de migration et conséquences dramatiques, c'est vraiment déplorable. Ce n'est pas notre souhait. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours, effectivement. Donc, je pense qu'il est important, et cela nous interpelle tous, d'observer une minute de silence sur tout le continent africain à la mémoire des disparus. D'accord. On observe là la minute là. Exactement. D'accord. Merci beaucoup et que effectivement cela puisse servir et nous interpeller. Parce que ce qu'on a constaté depuis le début de nos activités, quand nous étions effectivement impliqués dans cette thématique, c'est uniquement les ONG, les organisations de la société civile qui interviennent sur cette thématique. Donc on souhaiterait effectivement que les autorités du continent, les autorités politiques, gouvernementales s'impliquent dans cette thématique. On ne peut pas rester, je ne dirais pas indifférent. Vous voyez, sinon, on continuera à aligner les minutes de silence et puis rien ne se passera à la limite. Hein. Exactement. Voilà. Parce que là, nous avons 800 morts. Certains rescapés annoncent d'autres choses. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants. Enfin bref, on se dit que la réussite est géographique. C'est pour cela, évidemment, qu'on se permet de traverser les différents pays, arriver en Libye ou en Algérie. Et puis, paf, on traverse. Revenons un peu sur pourquoi. Pourquoi je quitte mon pays, ma patrie, en espérant que l'Occident sera comme pour moi un conte de fées. Okay. Très très bonne préoccupation. D'abord, il faut voir la réalité au niveau du continent africain. Lorsqu'on tient compte de la sous-région ou des différentes sous-régions, il y a d'abord l'Afrique centrale, l'Afrique orientale, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'Afrique centrale, d'abord, c'est l'instabilité politique. Il n'y a aucune garantie pour les jeunes. Les jeunes sont obligés de s'immigrer habituellement. Et c'est ce que nous avions constaté au Cameroun, en Algérie, où nous étions il y a à peine 2 mois, dans le mois de novembre. Oui, donc ça dépasse 2 mois. Dans le mois de novembre, nous étions en Algérie et donc on a pu constater, quand on a interrogé un certain nombre de jeunes migrants africains, camerounais, congolais, et je pense que cela est lié à l'instabilité politique. Dans cette région, effectivement, même de l'Afrique centrale, je peux parler de RCA, c'est comme ça, République centrafricaine. Quand vous parlez de jeunes, la limite, nous sommes dans quelle tranche d'âge? De 20 à 35 ans, pas plus. Oui, exactement. Souvent même en dessous même de 35 ans. Et on a constaté cela également à Gardaya, qui est une ville située à 10 heures de route d'Alger. Où il y a effectivement une forte communauté migrante avec lesquelles nous avions échangé, mais je pense que beaucoup aujourd'hui ont été expatriés, sont repartis vers le Niger. Vers le Niger. Exactement. On table donc sur l'instabilité politique. Oui, ça c'est au niveau de l'Afrique centrale. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est la précarité, la pauvreté et la crise alimentaire, par exemple au Niger, effectivement, qui a poussé un certain nombre de jeunes à quitter, n'est-ce pas, ces endroits où effectivement la vie est très très précaire, tout en espérant retrouver le bonheur ailleurs. Et ce qui n'est même pas évident. Ce qui n'est pas évident. Concernant l'Afrique orientale, c'est toujours l'instabilité. Donc l'Afrique est liée à ces deux aspects, l'instabilité, la précarité. Et cela peut bloquer effectivement l'espoir des jeunes.
C'est dans ce contexte qu'il fonctionne et beaucoup donc pensent qu'en Europe, avec la démocratie qui est appliquée, avec tout le système de gestion qui est mis en place, ils peuvent donc se faire une place au soleil. La gestion humaine, les sécurités sociales. Exactement, ouais, la sécurité sociale. Et ce n'est pas effectivement évident. Alors là, Judith Assoumou, notre réalisatrice, nous montre les images. Hein. Je fuis la précarité, je fuis les tensions politiques, et puis, patatras, je me retrouve à 6 pieds sous mer. Hein. Oui. Bon, en fait, il ne mesure pas un peu les aspects dangereux du voyage. Il n'y a aucune information. Justement, je m'interroge. Comment ne pas mesurer? Toutes les presses en parlent. À chaque fois qu'il y a des drames, c'est vraiment... il y a une émotion qui est soulevée de par le monde. On montre des images. Là, on a vu ces images-là. Elles ne sont pas diffusées qu'en Côte d'Ivoire. Donc, à la limite, on sait très bien que... Est-ce qu'on sait déjà qu'en traversant la Méditerranée, je risque de perdre ma vie, je risque de ne pas atteindre voilà. Mais je pense que c'est, en fait, je ne sais pas si c'est un parcours initiatique, mais en fait, quand on regarde un peu le parcours, concernant bien sûr les routes sur lesquelles passent les migrants pour avoir accès à la Méditerranée, ou du moins aux côtes d'abord méditerranéennes, au niveau, n'est-ce pas, du Maghreb, le parcours, il est périlleux. Très périlleux. Ils ne sont pas informés dès le départ. Oui, dès le départ, il n'y a aucune information. Et certains même périssent, comme on a dit une fois, dans le désert et ensuite sur les côtes même maghrébines. Donc il y a un problème. De traverser. Exactement. S'ils sont peut-être 50 au départ, arrivés, n'est-ce pas, sur les côtes, c'est-à-dire du Maroc, d'Algérie, de la Tunisie, il peut rester peut-être 10 personnes. Mais ça peut, n'est-ce pas, les interpeller pour dire qu'il y a un problème. Et donc, ils sont parqués comme ça. Oui, exactement. Le terme, ça, c'est en fait un documentaire qui a été réalisé par nos collègues du Niger, de Alternative Espace Citoyen. Et ça, c'est la traversée du désert, effectivement, d'un groupe de migrants espérant, n'est-ce pas, atteindre l'Europe. Et ceux qui sont fatigués, quelque peu souffrants, qu'est-ce qu'on fait? On les parachute et puis on avance, quoi. Bon, cela peut arriver. Cela peut arriver. Mais en mer, je pense que quand il y a des problèmes de ce genre, on peut te jeter à la mer. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment entre des jeunes, de religions différentes, qui s'affrontent, n'est-ce pas, dans une embarcation de fortune et qui vont donc jeter par-dessus bord un groupe de jeunes. Parce que ces jeunes, sont considérés comme appartenant à une autre obédience religieuse. Ça veut dire qu'on n'a aucune garantie, en fait, d'arriver. Oui, il n'y a aucune garantie. Alors, je prends la route, je suis sur cette espèce de... C'est un camion, hein. Oui, c'est un camion. Et je me rends compte que j'avais aucune information, ils n'ont aucune information. Ils sont livrés à eux-mêmes. Pourquoi ne pas retourner? Pourquoi ne pas se retourner calmement et paisiblement chez soi? Parce que là, on risque sa vie carrément. Vous savez que la solution au niveau existentiel même de l'individu se situe à son niveau. S'il faut que je me répète ainsi. Et on le dit constamment que personne ne fait le bonheur de l'autre. On le construit soi-même. C'est clair. Quand il s'assoit, on ne sait pas ce à quoi effectivement pense le candidat à l'immigration. Donc il se dit que effectivement, moi, je dois partir, je dois réussir. Ce qui n'est pas évident. Bon, en Côte d'Ivoire, on n'a aucun centre, n'est-ce pas, d'information. Mais je pense, oui, récemment, le ministère vient de mettre en place un centre d'information, d'accueil et d'accompagnement des migrants. Et là, c'est pour commenter les images de Judith Assoumou, là, c'est des espèces de dortoirs. Hein, oui, ce sont des ghettos que l'on retrouve au Niger, qui servent en faire de transit aux migrants. Et je vous tiens informé que ces ghettos ont été complètement ou entièrement détruits récemment par le gouvernement nigérien. Je l'avais indiqué lors de notre rencontre que ces ghettos ternissent l'image effectivement du pays. Voilà. Donc ces ghettos ont été entièrement détruits. Et j'imagine que pour avoir accès à cette petite natte-là, il faut payer. Oui, en fait, il y a les conditions, puisque quand vous arrivez, vous avez un tuteur. Le tuteur, c'est un chef de ghetto. On l'appelle communément chef de foyer. Lui, il ne bouge pas, lui, il ne voyage pas. Non, il ne voyage pas. C'est un business, en fait. C'est comme un réseau. Oui, c'est un réseau bien entretenu. Un réseau bien entretenu dans lequel, effectivement, ces personnes s'enrichissent considérablement. Ok, donc ils arrivent là, ils voient. Parce qu'on a des données précises. Lorsque nous étions en Algérie, on a visité des ghettos de migrants, c'était difficile parce qu'il y avait la gendarmerie et on s'occupe de la protection des droits des migrants, donc il fallait s'y rendre. Donc on a pu rentrer dans l'univers, aller jusqu'au sous-sol d'un immeuble inachevé et trouver un groupe de migrants. Vous voyez, donc quand ils m'ont vu, ils ont pensé que j'étais un intrus, donc il fallait que je m'explique, on a échangé avant qu'ils ne s'ouvrent à nous. C'était quand même difficile.
Ils vivent dans des conditions précaires, pitoyables. Et souvent, il y a la tuberculose, des maladies contagieuses La éventuellement. proximité, évidemment, crée pas mal de choses. Puisqu'il y avait encore, quand on quittait Gardaïa, qui est une ville d'Algérie, il y avait encore 2 morts à la morgue d'Algérie. Des migrants, bien sûr, des migrants. Alors déjà, au niveau du Niger, ils ont détruit ces ghettos-là. Oui. Et on espère en tout cas que les autres pays le feront ainsi, n'est-ce pas? Bon, en fait, les autres pays, ce sont les pays du Maghreb, où on trouve beaucoup de ghettos. En fait, qu'on appelle des foyers. Bon, exactement. Mais c'est que les ghettos au niveau des pays du Maghreb, ce sont des bâtiments construits, contrairement à ceux du Niger. Il y a une grande différence. Mais dans les pays du Maghreb, ce sont des bâtiments inachevés. Alors, on a donc 200 femmes et 40 et 50 enfants. Oui. Et les femmes, évidemment, des femmes enceintes. Récemment, j'écoutais un commentaire d'Outre-mer qui listait un peu les pays et à ma grande, enfin pas ma grande surprise, mais je suis revenue un peu de mon petit nuage, la Côte d'Ivoire a été mentionnée. Oui, effectivement. À Gardaïa, j'ai croisé un jeune Ivoirien qui venait d'arriver. Donc je voulais lui expliquer la réalité en fait. Bon, je ne pouvais pas parce qu'il y avait d'autres migrants qui étaient venus en fait, pour écouter ce qu'on allait dire. Mais pourquoi vous n'avez pas pu? Non, puisqu'ils étaient là. Vous voyez, c'est-à-dire oui, mais bon, la réalité aussi les concerne, oui. Non, en fait, sur le terrain, il y a une autre réalité. Nous sommes ici, on est en train de changer. Le terrain, c'est autre chose. Hein. Ben oui, là, avec les images qu'on voit, c'est... Oui, c'est autre chose sur le terrain, effectivement. Donc, par rapport à cet aspect, il faut être prudent. Il faut être prudent. Moi, souvent, je me prends pour un migrant pour intégrer l'univers des migrants et pour recueillir le maximum d'informations. Et cela va nous permettre de élaborer des rapports bien faits pour défendre constamment les droits des migrants à travers nos activités. Parlons-en donc des droits. Ils ont quand même des droits. Même si le voyage en lui est illégal, ils ont des droits. Ils ont des droits. Quant au pays donc, de départ et au pays d'accueil. Tout à fait, ils ont des droits. Très souvent, cela n'est pas... Enfin, on n'a pas l'impression que ces droits Mais ces droits sont violés. Voilà pourquoi nous existons, nous fonctionnons. Au niveau, par exemple, de la société civile africaine, de façon générale, il y a les organisations du Maghreb, les organisations basées en Afrique de l'Ouest, avec lesquelles nous travaillons. Il y a toute une synergie d'action. Et c'est important pour défendre les droits des migrants qui sont constamment violés et arbitrairement. Il y a atteinte à l'intégrité physique des migrants. Il y a des rafles qui sont organisées. Il y a la persécution. C'est incroyable d'imaginer et d'être indifférent. Sinon, les conséquences dramatiques, ce n'est pas seulement au niveau de la traversée de la mer, de la Méditerranée. Il y a des personnes qui meurent dans les prisons. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui meurent. C'est-à-dire que quand je parle de ces personnes, oui, des migrants qui sont arrêtés, condamnés. Exactement. Il y a des rafles. Et difficile. Moi-même, j'ai été victime dans un pays que je ne vais pas citer le nom, où il y avait des rafles. Et lorsqu'on est arrivé, le policier m'a dit « venez ici ». Et donc, on l'a suivi. Moi, je pensais que c'était pour m'aider à m'orienter et obtenir ce dont j'avais besoin. Et il nous envoie au poste de police, je n'ai rien compris. Bon, j'étais avec un collègue nigérien qui se prénomme Charles. Bon, il s'exprime très bien en arabe. Il échange avec le policier, il contrôle nos pièces, les pièces sont correctes. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Mais en temps, j'ai vu plein de Noirs assis, plein d'Africains en fait, assis, à même le sol. J'ai regardé, bon, ceux-là, ils iront où? Ils vont les enfermer. Ça, c'est d'abord clair, les juger. Hein? Bon, j'ai échangé avec un autre aussi. Et les ramener, enfin, les ramener oui, et puis après 6 mois de prison, on les ramène, ils seront rapatriés dans leur pays. Bon, je ne sais pas comment le rapatriement va se faire, effectivement, puisqu'il coûte cher aussi. C'est cela. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème réel. C'est important, c'est important. Mais le fait d'être victime, ça, c'est déjà intéressant. Dans la compréhension même de la chose, au plan sociologique, c'est très important. Et bon, j'ai été victime 2 fois. Deux fois. Je m'excuse, parce que vous êtes noir, c'est ça? Oui, noir, bien sûr. Parce qu'on était dans un véhicule de transport en commun entre 2 grandes villes, n'est-ce pas, d'un pays du Maghreb, où le gendarme nous a interceptés plutôt, et le véhicule a stationné. Il vient, il contrôle. Bon, en fait, il a vu les peaux. Il y a les peaux blanches et les peaux noires. Et nous étions 2 dans le véhicule. Et c'est nous 2 qu'il a contrôlé. Nos barrages, etc. Parce que malheureusement, c'est un peu l'habitude qu'ils ont de rencontrer des... je n'étais pas content du tout. Donc, arrivé dans la capitale de ce pays-là, et je suis allé voir une dame, n'est-ce pas? Je lui ai dit,